fond, moi, ce que je disais simplement, c'était que, bon, toi, tu as commencé en 98. C'est ça. Puis donc, ça fait 20 ans. Cette année, c'est ton anniversaire, ton 20e anniversaire. Moi, je n'avais pas pensé à ça. De conscience. Oui. Donc, il va falloir qu'on te fasse un party cet été, ça, c'est sûr. Absolument. Toutes les raisons sont bonnes. Fait que moi, ça va me faire plaisir de te faire un party. Génial. Puis, pour célébrer donc ton 20 ans de soutien dans le monde de la conscience. OK. Bon, alors toi, dans le fond, quand tu annonces, parce que moi-même, je suis membre de Vox Populi et je reçois donc des courriels informatifs qui expliquent que, par exemple, au mois de mars, au mois d'avril, il y a tel et tel artiste, tel et tel auteur, conférencier qui fait un atelier, qui fait à tel endroit des choses. D'ailleurs, on avait été ensemble voir Sylvain Bélanger, avec qui j'ai soupé hier soir en passant. Ah, mon Dieu. OK. Et donc, il te faisait bonjour. Et ces gens-là, donc, ils ont tous un créneau, exemple, qui ont été formés par un guérisseur, ils ont été formés par un scientifique, etc., où ils ont eu des expériences de conscience comme des voyages astrales ou des sorties en corps suite aux expériences de mort imminente. Oui. Alors, toi, dans le fond, dis-moi, c'est quoi la palette des gens, c'est quoi l'éventail des gens qui passent dans ta plateforme? C'est une question. C'est une grande question. C'est une très bonne question. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener dans le paysage culturel des points de vue qui ne sont pas repérables facilement. Donc, moi, je suis intéressé par les gens qui pensent différemment, puis qui amènent un éclairage nouveau, novateur, original, sur ce qui se passe profondément dans l'être humain, dans la conscience. Donc, ça m'amène à côtoyer des auteurs, des thérapeutes, des artistes. En fait, dès que quelqu'un a quelque chose à dire d'intéressant, ben, je suis fasciné. Je vais l'approcher très souvent pour lui donner une tribune. OK. Mais sachant que tous les gens ont leur propre agenda, qu'il soit scientifique, artistique, médicinal ou autre, toi, est-ce que tu as une préférence par rapport, par exemple, est-ce que toi, c'est plus le champ vibratoire qui va t'intéresser, c'est de la méditation, c'est des conférences, des ateliers. Qu'est-ce que toi, tu préfères? Moi, je suis plus porté vers la philosophie et la psychologie. Donc, ces deux champs-là, ça m'a toujours fasciné plus particulièrement. Mais moi, ma religion personnelle, c'est la musique. Fait que dès que j'ai quelqu'un qui touche de près ou de loin la musique, je suis comme intéressé et prête à collaborer. On va avoir à se parler parce que moi je fais de la musique, tu sais. Ah non, je ne savais pas ça. Tu savais pas ça, puis Raymond non plus, puis j'ai fait écouter des affaires, Raymond Maurice, puis il a dit Michel, tu es un grand musicien, tu n'as pas de technique, tu n'as pas de touche, puis tu fais de la musique, c'est le fun. Alors ça, on va faire un autre agenda là-dessus. Je savais que tu avais été champion de ping-pong, mais je ne savais pas que tu jouais tu joues quel instrument? Moi, c'est le piano, j'en ai 3. Mais moi, je pianote parce que je n'ai pas appris la méthode avec les 2 mains. Donc moi, je vais à l'inspiration, j'écris des mélodies harmonieuses et je demande à mes amis qui ont un grand talent de jouer des accords là-dessus. Et eux autres, ils jouent ce que moi, ça sonne dans ma tête. Donc ça, c'est totalement différent, mais on va revenir à nos moutons. Oui. Et simplement pour dire que, bon, donc toi, c'est la philosophie de la psychologie. Oui, la philosophie de la psychologie, parce que la philosophie, ça a tendance à poser des questions plus essentielles, plus profondes. Fondamentales. Que la psychologie. La psychologie, c'est souvent des écoles de pensée avec des façons encadrées, je dirais même des fois bornées sur les choses. Ouais. Tu sais, on veut encadrer le phénomène humain pour mieux le saisir, puis l'analyser, puis le comprendre. On veut que ce soit la philosophie, c'est plus large. C'est ça. On veut créer un stéréotype pour mieux étiqueter les gens, les modes de comportement, mais dans le fond, en philosophie, ça va plus loin parce que c'est plus ancré profondément dans la personne. C'est plus une exploration lointaine avec des ouvertures plus grandes que la psychologie. Absolument. Je dirais qu'on est tous un peu philosophes. Oui, effectivement. Alors, moi, de ça, ça m'amène à la question suivante, parce que je sais que toi, tu connais très bien André Moreau. Ah. Donc, André Moreau, c'est quelqu'un qui a fait le jovialiste, qui a écrit beaucoup de livres, qui a été à la Sorbonne, etc. Et comment peux-tu décrire ce personnage-là? Et quelle influence a-t-il eu sur ta vie? Parce que tu as l'air toi-même d'être un grand jovialiste, tu es toujours de bonne humeur, et tu fais plein de farces. Oui, moi, je suis plus un adepte des farces plates. Je ne suis pas vraiment un jovialiste comme tel, quoique j'aime beaucoup la philosophie jovialiste. Le jovialisme, on en a souvent une fausse idée. Hein? On pense que c'est des trucs sexuels, libertins, etc. Le jovialisme, en gros, c'est l'idée de travailler moins, de vivre une vie plus simple pour être plus heureux. L'éclatement par la forme. Je pense que lui, j'avais entendu André Moreau en conférence qui disait ça. Donc, si on fait quelque chose
à outrance, on fait éclater la forme, donc on n'est plus contenu par quelque chose et on devient plus libertin, un peu épicurien. Et ça peut être dans le mode de la cuisine, ça peut être dans toutes sortes de choses. Tu as un peu raison. Lui, André, va énoncer ça comme ça. Il va dire que son système, c'est un système auto-égocratique. C'est-à-dire que l'ego, c'est pas la chose à combattre, c'est la chose À épouser. à nourrir, à satiété, pour qu'à un moment donné, ça soit l'appétit de vouloir contrôler les choses s'estompe par lui-même. Donc, c'est une manière d'atteindre le lâcher-prise et de laisser aller par sursaturation. Moi, c'est comme ça que je dis ça. Très, très bien dit. Merci Ouais. beaucoup. Bon. Alors, juste pour dire que je suis quand tu parles. Hein? Donc, on va débloquer sur une autre affaire. Je sais que là-dedans, dans ton éventail, Ouais. qui est vraiment très, très grand, il y a quelqu'un qui fait récemment un atelier sur la physique quantique. Oui. OK? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Stéphane Drouet, donc moi je reçois régulièrement des conférenciers européens. C'est un type qui a publié 3 ouvrages aux éditions d'Hervy en France. C'est quand même une maison d'édition assez connue en France, en Europe. Et puis lui, ce qu'il fait en gros, c'est qu'il mélange la science à la spiritualité. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'il va chercher toutes les nouvelles découvertes dans le domaine des neurosciences, sur le cerveau, sur le ventre, sur le système nerveux, sur l'odorat, sur... Les 5 sens, finalement. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on a besoin de valider la dimension intérieure ou spirituelle avec la science. Parce que la science, forcément, c'est notre culture. On est des gens qui ont besoin de certitudes concrètes. Puis si tu n'as pas le volet scientifique, souvent, ça reste flottant. Donc, c'est quelque chose à explorer pour une plus grande expérimentation et expansion du mental humain vers une conscience renouvelée. Oui, le mental ici qui serait situé dans le ventre, par exemple. Oui, parce que le ventre, on dit que c'est le deuxième cerveau. Parce que dans le ventre se produit plein de réactions en relation avec les pensées qu'on a dans notre tête, en relation avec le plexus solaire, qui est ce qu'on appelle le plan astral. Là. Et donc, ça, c'est très intéressant. Fait que... Ce qui est fascinant, juste pour compléter là-dessus, c'est que finalement, on apprend avec la neuroscience, avec les neurosciences, que finalement, les bactéries sont plus importantes que les neurones pour la conscience chez l'être humain. C'est la bactérie qui est à l'origine, c'est la bactérie qui transporte un peu l'afflux de conscience ou d'intelligence dans le corps. C'est vraiment fascinant parce qu'au tout début de la vie, sur Terre, les premières formes de vie, c'était des bactéries. Oui. Donc, les neurones sont apparus plus tard, mais en fait, si on recherche vraiment le point de départ de la conscience là, chez l'être humain, il faut regarder du côté des bactéries. Alors moi, l'information qui me vient quand tu dis ça, parce que je suis très intuitif, c'est que la bactérie, dans sa composition chimique, peut être le berceau qui va favoriser l'essor de la conscience. Et les neurones, c'est simplement les connexions synaptiques qui vont permettre le transfert de l'information à l'intérieur du cerveau. Fort intéressant. Je dirais c'est bon d'avoir un bac, mais c'est encore mieux d'avoir une bactérie. Là, tu vas me transférer ton virus, là, si ça continue. Je vais sortir mon virus. OK. Bon, alors de ce pas, on va emboîter vers le reste. Donc moi, dans le fond, je comprends un peu ta compréhension, ton engouement et tes choses-là. Mais je sais que dans tes ateliers, exemple, on a rencontré ensemble une chamane. Parce qu'il y a des gens, on a été dans un atelier à la source, oui, à Saint-Jérôme. Oui. Et donc, on a rencontré une dame qui est chamane, puis qui se promène en Europe et tout, puis fait des ateliers par rapport à la connexion entre l'âme Je sais pas et si le tout et tout, je pense que c'est quoi. Tu as dit tout et tout. Et tout, bon. donc, dans le fond, la conscience par l'humour, c'est-tu que moi, je vais me spécialiser là-dedans? Okay. Parce que, comme je disais aux gens, c'est pas comme si tu veux faire manger du navet à tes enfants, puis finalement, ils veulent pas, tu mélanges avec des patates, oups, ça passe tout de suite. Ils s'en rendent pas compte. Fait que moi, j'ai des gens, ils veulent avoir de l'humour, puis ils vont avoir de la conscience, mais par de l'humour, fait que finalement, ça va rentrer par une porte indirecte. Et patati patata. Et voilà. Bon. Donc, si on continue, alors il y a des gens qui vont parler, exemple, de chamanisme pour connecter l'être avec l'énergie tellurique de la Terre, pour l'enracinement de leur âme,
parce qu'il faut qu'on soit groundé, puis on vit des expériences. Il y en a qui sont trop dans les nuages, puis d'autres qui sont trop terrestres matériels. Je pense que le juste milieu, le balance, c'est bien là-dedans. Ouais. Hein, on peut être Gandhi, puis on peut être JR dans Dallas, puis on peut être entre les deux, puis être pas trop dans la matière à l'argent, mais si tu n'es pas capable de payer ton loyer, tu as un problème. Alors, c'est sûr qu'il faut comprendre de façon globale la polarité des deux et l'unicité des deux. C'est quelque chose que toi, tu as bien intégré, parce qu'en fait, ta profession première, c'est notaire. Oui, mais là, je suis à la retraite. Ah, OK. OK. Mais tu as quand même exercé pendant plusieurs 32 ans. 32 ans, c'est quand même Okay. pas Mais là, j'ai décidé que j'allais dans ma passion et j'ai décidé que j'étais comme un rayon laser totalement focusé dans la conscience. Ouais. Puis pour diffuser la conscience, qu'est-ce quoi de mieux que de faire un livre, donc les pouvoirs de la magicienne, en anglais Wizard of Oz, To or the Sole Purpose, puis El Magico de Hoy en espagnol, puis dans 23 langues en tout. Ça, c'est mon game plan. Puis moi, le record que je veux battre, c'est Pablo Coelho, 28 langues, 160 millions de livres vendus. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Des livres électroniques. Il faut faire des livres audio, comme Marc-José Tardif qui a fait avec les 4 accords Toltec. Puis après ça, tu fais un film. Tu sais que j'avais des reçus à Montréal, Don Miguel Ruiz. Oui, mais là, tu me l'avais déjà mentionné. Puis là, un jour, tu vas recevoir Don Miguel Labrèche. Un homme de cœur sans cœur. Ça, c'est Don Miguel Ruiz. Parce que Don Miguel Ruiz, c'est un cardiologue qui a eu une transplantation cardiaque complète. Est-ce qu'il s'est auto-transplanté? Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un homme de cœur. Quand on le rencontre, il est hyper chaleureux. C'est comme si c'était vraiment un membre de la famille, là. Et puis quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Puis c'est quelqu'un qui vit avec une transplantation cardiaque complète. Donc, c'est un peu comme Iron Man, où que son cœur peut exploser n'importe quand. Fait que là, il vit intensément parce qu'il sait que chaque jour, c'est peut-être sa dernière journée. Puis comme m'a dit ma conjointe, elle m'a fait lire quelque chose sur l'Internet qui disait « Vivez votre journée comme si c'était votre dernière journée, parce que savez-vous quoi? Un jour, vous allez avoir raison. » Ça, il faut que tu y penses, hein? Parce que tu ne sais pas si c'est aujourd'hui ta dernière journée ou c'est dans 22 ans, mais un jour, ça va être ta dernière journée. Donc, si tu vis tous les jours comme c'était ta dernière journée, il y a un renouvellement, il y a un événement, puis tu peux faire des choses et vraiment comme prendre une bouchée dans la vie, au lieu que la bouchée de la vie, prendre une bouchée dans toi. Okay? Oui, ou que ça finisse comme une boucherie. Et voilà. Donc, si on emboîte le pas, moi je te dirais que tu as interviewé de grandes personnes. Tu as interviewé aussi récemment donc Neil Donald Walsh, Ouais. okay, En qui a fait j'ai- une conversation avec Je Dieu. les interviewe pas, je les invite. Je Tu vais prendre l'as un invité. café avec eux, je les interviewe au Tim Hortons ou au Starbucks comme ça, mais il n'y a pas de caméra. Ça coûte moins cher. Ben oui, Ok, c'est plus parfait. sympathique. Ah, puis il n'y a pas de caméra? Il n'y a pas de caméra. Mais toi, je me suis fait dire, d'ailleurs, tu m'as montré, tu m'as dit j'ai une banque de données d'au moins 200-300 entrevues que j'ai Ah oui, faites. oui, c'est vrai, je m'excuse. J'en ai beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vrai, j'ai beaucoup, beaucoup d'archives vidéo. Greg Braden. Le prochain qui s'en vient, je vous l'annonce, là, c'est Nassim Aramin. Ben, sais-tu quoi? Je voudrais être là parce que j'ai déjà envoyé mon livre, moi, puis il ne m'a pas répondu. Il est Fait super que, occupé. il est où, lui? C'est à Hawaï, là? Il est à Hawaï. Là, il est rendu en Californie. OK. Hawaï, il n'est plus là. Ben, tu sais que les gens sont très stressés à Hawaï. À cause de taux de radiation, à cause de Non. Ben, Fukuyama, puis ils sont Tesco. super stressés parce qu'en fait, tu vas sur la rue puis c'est toujours Hawaï. Peut-être qu'on ne coupera même pas ça. Je pense que je vais le laisser. Celle-là, je l'ai assez aimée que je vais la laisser dans le film. OK. Ah ouais, donc, toi. Ah ouais, donc. Bon. Fait que, en passant, donc, Neil Donald Walsh, OK, Oui. que ce soit Nassim Aramin, que ce soit, exemple, il y en a un qui s'appelle Karim Ibrahim, que je vais te présenter, que tu Je connais connais pas. très, très bien Tu Karim. connais? Ben oui, mais Son toi père, aussi. son père, c'est un grand égyptologue, le meilleur sur la Terre. Et lui, il a fait de la biogéométrie. Et il a inventé des espèces de petits cubes qui a impliqué, il a mis des technologies. C'est son père. C'est son père. C'est ça, oui. Alors lui, je suis posé de l'entrevue, moi, en juin, parce qu'il était en Suisse, quand il m'a Ben, parlé tu la semaine parlais passée. d'archives vidéo. Tu vois, Karim, c'est quelqu'un, j'ai fait une belle entrevue filmée de lui. Je dirais que ça dure presque 2 heures. C'est un spécialiste du soufisme marocain. C'est quoi le soufisme déjà? Pour des gens qui ne comprennent pas dans ça. C'est la Moi, je branche sais c'est quoi. mystique de l'islam. C'est la voie ésotérique de l'islam, si on peut dire. Puis les soufis sont très persécutés dans le monde. Parce qu'on les voit comme des hérétiques. Parce que c'est souvent des libres penseurs, c'est souvent Sais-tu pourquoi? des artistes. C'est pourquoi? Parce que c'est soufi. On a suffi d'y parler, puis d'y penser, puis ça arrive. Tout à fait. Et voilà, on a le même jeu de mots. Oui, absolument. Bon. Alors, ça pour dire que la conversation va être autre si on n'arrête pas de se Ouais, relancer, là, ben, mais c'est bon parce que non, c'est bon. j'ai l'impression de faire du volleyball avec toi. C'est parfait. C'est un genre de ping-pong. Et voilà.
Donc, ça continue. Donc, dans les personnes que tu as interviewées, là, je vais donner un exemple. Il y a Lilou Mas que tu connais, qui est en France. Peut-être que tu l'as déjà même interviewé. Peut-être Mario Beauregard, tu l'as interviewé? Mario, en fait, j'ai fait des conférences avec lui puis des entrevues à la radio. En fait, quand je dis j'ai fait des entrevues, j'ai réalisé des entrevues. Parce que j'ai eu une station de radio, AM 1570, oui. Radio Mieux-être, qui existe toujours sur le web. D'accord. Et puis Mario est venu faire une série de 4 émissions de radio. Le titre, ça existe toujours sur le web, c'est La conscience pour les nuls. Bien, sais-tu quoi? Quand j'ai écrit mon livre, tu liras ça, en 2015, j'ai décidé en 2015, puis j'ai pensé à l'idée en 2012, quand j'ai commencé à lire mon livre qui s'appelle Les pouvoirs de la magicienne. J'explique que je voulais appeler ça la conscience pour les nuls. Puis après ça, ce que j'ai dit finalement, la conscience, c'est pas pour les nuls. Fait que ça a été un bon type marketing, mais c'est pas ces gens-là que je veux toucher parce que la conscience pour les nuls, c'est une antithèse, dans le fond, une contrariété, parce que la conscience, c'est pour les gens qui sont élevés en énergie. Et si on veut rendre l'information accessible à tout le monde, oui, mais il y a un escalier qui mène vers l'évolution et on n'est pas tous sur la même marche, malheureusement. Puis il y a des gens, notre discours va s'adresser à tout le monde, mais il y a des gens qui ne vont pas le prendre parce qu'ils vont être trop nuls, en guillemets, mais sans insulter les gens, mais ils ne seront pas rendus là dans leur propre vie. Puis c'est correct. Au sens du point zéro. Exactement. Mais Michel, qu'est-ce que c'est pour toi la conscience? Alors c'est drôle parce que dans ma tête, il y a 2 secondes, tout à l'heure, tu parlais de spiritualité, puis je voulais dire, quelle est la différence entre la conscience et la spiritualité? Mais comme tu me poses la question, je me permets de répondre. Parfait. Alors, la spiritualité, il y a une gradation qui est très importante à faire. Quand on vit, on n'a pas conscience de beaucoup de choses, alors on est inconscient. Après ça, on devient conscient. Là, il y a comme une ligne, une gradation, puis inconscience, c'est pour les gens qui n'ont pas la réalisation des autres plans d'énergie, du karma, du dharma, de l'action, de la réaction, etc. Il y a des gens qui font n'importe quoi, ils sont inconséquents avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas capables donc de figurer que s'ils font telle affaire, il va y avoir une réaction qui va se produire. Si je peux résumer, en fait, d'un côté, il y a con, de l'autre côté, il y a science. Oui, puis quand on dit conscience, ça veut dire avec science, parce que con, ça veut dire avec, en latin. Excellent. Donc, quand on a la conscience, on agit avec la conscience. Et quand on agit avec la conscience, au début, on peut, dans notre assertion, être un petit peu spirituel, dans le sens qu'il va y avoir de la naïveté dans notre conscience, elle ne sera pas parfaite. Et au début, quand on est spirituel, on est attiré par des choses de l'invisible. Donc, spirituel, ça veut dire spiritus, donc esprit. Donc, l'esprit, c'est intangible, c'est l'invisible, et tu as la matière qui est physique et qui est tangible. Et quand tu es spirituel, tu peux être membre d'une secte, membre d'un dogme de croyance, être catholique, religieux, hébreu, musulman, etc. Et tu crois dans des choses, donc tu donnes de la valeur à quelque chose que tu ne peux pas vérifier. Si tu donnes de la valeur à quelque chose que tu ne peux pas vérifier, puis tu te fais convaincre, exemple, parce que tu es brainwashé, que tu te mets une bombe sur toi, puis tu vas faire sauter tout le monde parce que tu vas aller au ciel, puis il va y avoir des femmes vierges qui vont t'attendre, ça peut être intéressant au niveau de l'ego, avec le désir, mais dans le fond, c'est pas réellement créatif, puis c'est vraiment destructif et c'est pas bon. Donc, dans leur système de croyance, il y a toujours une faiblesse, il y a des choses qui sont des carences, et les gens vont exploiter la carence des gens qui vont aller en relation avec leur désir intérieur. Là, on est plus dans un système religieux. Oui, alors quand on arrive dans un système religieux, j'aime ça quand tu m'aiguilles comme ça, tu m'harmonises, le système religieux va faire en sorte que ça va être confiné dans une prédétermination de pratiques et de dogmes et de concepts. Et ça s'adresse aux gens. Il y a des gens qui sont séduits par telle religion, et il y a des religions qui sont très bien, comme le bouddhisme ou bien l'hindouisme, c'est très très bien. C'est souvent des petites brebis égarées, puis ils ont besoin d'une clôture, un petit enclos. Et voilà. Mais pour ça, pour mieux contrôler l'être, parce que l'être a besoin d'être totalement immortel, éternel et non confité, donc sans limitation. Et de la minute que tu acceptes une limitation volontairement, tu te soumets toi-même à des règles que tu te dis qu'il faut que tu respectes. Et quand tu es dans une secte, c'est encore pire, parce que là, à ce moment-là, c'est vraiment dogmatif et limitatif. Et là, les gens, il faut qu'ils donnent une partie de leur argent. Il faut que, des fois, il y a des scandales sexuels qui existent. C'est vraiment grave. Donc, les gens sont manipulés, interférés et dominés à leur insu, puis des fois, avec leur accord, parce qu'ils sont convaincus d'agir dans tel sens. Alors, l'inconscience, la conscience, la spiritualité, et quand tu développes la spiritualité vers la conscience, un jour, tu évolues, et notre travail ensemble, c'est de faire des conférences, des ateliers, diffuser de l'information pour que les gens comprennent que quand tu arrives dans la conscience totale, tu vas passer par la sagesse, après, comme exemple, Wayne Dwyer, Edgar Tolle, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Après ça, tu vas passer par l'intuition.
Sylvain Bélanger est beaucoup dans l'intuition d'aller au-delà de la sagesse, l'imaginaire. Et un jour, tu peux même aller dépasser ça puis être dans la conscience pure. Puis dans la conscience pure, tu n'es même plus dans le supramental, comme Bernard de Montréal, Krishnamurti, Steiner, Aurobindo, Mère. Tu vas être dans la conscience pure de l'énergie et tu ne seras même plus dans une forme, parce que dès qu'il y a une forme, la forme va décrire quelque chose qui devient une limitation. Alors, dans le fond, il n'y en a pas de limitation, donc même le supramental, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, il faut qu'un jour ça saute. Michel, où vas-tu être dans 30 ans? J'ai pas la conscience de ça. Moi, quand je vérifie avec mon intériorité, ça me dit que je vais être encore vivant et ça me dit que je vais être en pleine forme potentielle de ma santé et que je vais travailler et je vais même œuvrer à d'autres niveaux. Donc, tu te vois centenaire? Et plus. Et plus. Et plus. Je vais vous donner un exemple, parce que là, l'interview est intéressante, parce que là, l'intervieweur est devenu l'interviewé et vice-versa. Ah oui, c'est vrai. Et là, mais c'est parfait, c'est excellent, parce que c'est la première fois que ça... En fait, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Okay. J'ai vécu ça avec Andrew Mikrowski. Je l'ai interviewé pendant 1 heure, puis après 30 minutes, il est en plein milieu, il dit « Well, then, let me talk you and let me ask you this. Okay. » Et là, il m'a repassé le pot, puis c'est moi qui est devenu la personne interviewée. Mais je trouve que c'est des questions intéressantes à se poser, ça. Qu'est-ce qui advient de notre conscience quand on est plus là, finalement, physiquement? Bien, c'est que la conscience, quand tu as une certaine connexion avec l'intangible universel, tu comprends que c'est une partie de l'universalité qui existe et de la source. Et 1 sur l'infini fois l'infini, ça fait quoi? Mathématiquement, ça fait 1. Mais le 1 manifesté, c'est le tout. Donc, 1 sur l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Donc, toi, si tu as une petite parcelle de l'infini, tu es l'infini. Donc, ta conscience, une fois que tu l'as, tu ne peux pas la perdre. Tu ne peux pas régresser puis devenir une vache sacrée comme ils pensent en Inde. Ils ont tous leurs faiblesses, des théories, bien ça en est une. Et là, il y a des gens qui meurent de faim, puis il y a une belle vache sacrée avec une cloche qui passe, puis au lieu de la manger, ils meurent de faim. Ben moi, je suis allé en Inde, Michel, puis la vache, dans le fond, ils la gardent, sais-tu pourquoi? Parce que ça leur donne des produits laitiers. Bon, alors ça, c'est intéressant et c'est intelligent. Ouais. Mais des fois, tu peux faire de l'agriculture, puis tu peux dire, on mange une partie, puis l'autre partie, on fait un offspring, c'est-à-dire une descendance. Ouais. Donc, on pourrait manger quelques vaches, puis quand même faire des produits laitiers. Il y a une question de population, de densité, etc. Ouais. Alors, si on vient à notre question qu'on a posée, oui. Je me rappelle même plus c'est quoi la question. La question, c'était où est-ce que tu te vois dans 30 ans? Alors, moi, dans 30 ans, mon but premier, mon mandat, ma mission, ma fonction, c'est encore plus élevé. Ma fonction, moi, c'est de disséminer et de diffuser la compréhension que j'ai atteinte grâce à être passé par Bernard de Montréal, 1000 conférences, une expérimentation de la vie totale et plein de choses qui me sont arrivées et des expériences paranormales qui font en sorte que j'explique l'inexplicable. Alors, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est occulte également, c'est caché. Mais un mystère, c'est quelque chose qui est connu, mais qui est caché. Donc, on se fait pas révéler les mystères parce que, en quelque part, on le sait, mais on ne veut pas le dire au peuple parce que ça changerait trop le niveau de conscience. Alors moi, je vais essayer de démystifier les choses et tout s'explique dans la vie d'une façon rationnelle, d'une façon scientifique, puis à un moment donné, d'une façon intuitive et en dernier, c'est d'une façon réelle. Tu es un passionné d'absolu? Totalement. Je suis absolument passionné. Tu brûles de passion. Oui, et c'est pour ça que j'ai le feu sacré et cosmique en moi. C'est ça. Alors, moi, tout ce que je pourrais dire pour finir la question, puis après ça, on va transférer le pôle, c'est que je trouve ça intéressant ce que tu me dis. Et moi, dans ma conscience, il y a des pensées qui ne se pensent pas. Exemple, si tu es piraté par le plan astral, 99,9% des gens sur la Terre vont se faire dire « tu vas mourir ». Quand tu te fais dire « tu vas mourir », puis quand tu acceptes de dire « je vais mourir », tout le monde est mort avant moi, donc je vais mourir. Mais ce n'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va arriver dans le futur. Peut-être que les gens qui sont nés après 1945, après l'explosion de la bombe atomique, ont eu un changement dans leur généticité et dans le code d'ADN, il y a des choses qui font qu'ils peuvent vivre probablement 200, 300 ans. On ne sait pas personne, on n'est pas rendu là. Parce que si tu es dans 1945, ça veut dire que mathématiquement, tu as 73 ans. J'ai un des amis très proches qui sont nés dans ces années-là. Et ce que je veux dire, c'est que quand ça t'arrive, techniquement, il pourrait avoir eu un nombre de chocs qui a fracassé les éthers et qui a fait qu'il y a une mutation génétique qui peut se passer dans le corps physique. Puis peut-être même que si quelqu'un est un poupon puis il y a 2 ans pendant que la bombe atomique elle sort, il est dans la période de croissance et son code génétique peut avoir été altéré. Donc, toi, tu crois qu'il pourrait y avoir comme une mutation de l'espèce qui pourrait faire que l'être humain pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Parce que premièrement, vu qu'on est totalement saboté dans notre tête, il y a des gens qui ont fait des livres comme Liane Sangolo qui a fait des 8 saboteurs. Quand on apprend à désamorcer la bombe intérieure,
et ne plus être sujet à la peur, à la convoitise, au conflit, parce qu'on a géré nos émotions, qu'on a géré notre esprit, qu'est-ce qui se passe? On n'aura plus de stress. Si on n'a plus de stress, on n'a plus de cortisol dans le corps. Et notre corps physique, il est fait de façon parfaite à être capable de générer une vie de peut-être 200, 300 ans. La clé, c'est probablement de vivre plus en unité, puis moins sur un mode dualiste, confronté au monde. Totalement, parce que quand on est dans la polarité, on se rend compte que nous autres, on génère des choses. Puis par la suite, ce qu'on génère va faire que ça va faire une contrepartie, un contre-coup dans notre corps physique qui va être un peu comme de l'eau qui va ruisseler sur du fer. Après un certain temps, ça rouille. Mais si on est capable de ne plus expérimenter d'émissions d'hormones dans notre corps, des corticostéroïdes, des choses comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Notre corps ne sera plus sujet à une dégénérescence et il va se contrôler et s'auto-régénérer. Fort intéressant. Alors, si on continue, une fois qu'on peut ralentir le processus de vieillissement, un jour on peut même l'arrêter et un jour on peut même le rebooter, c'est-à-dire le repartir à l'envers. Le resetter. Et le resetter. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Etch a Sketch. Tu as sûrement mon âge. Etch a Sketch, c'est quoi? C'est un petit jeu qu'on avait. Okay. On dessinait comme ça. Et à un moment donné, quand la bobine était pleine, qu'est-ce qu'on faisait? On effaçait tout et on recommençait. C'était un reset total. Moi, dans la vie, ce que je veux faire, c'est donner des informations aux gens pour qu'ils puissent faire un reset pour qu'eux autres deviennent comme un four auto-nettoyant. Donc, Michel, pour toi, la réalité, c'est un programme? Totalement, comme la matrice. OK. Et on est capable de sortir en dehors, parce que quand tu as un programme et tu as une matrice, il y a quelqu'un qui est un dessinateur de programmes informatiques qui a fait ce programme-là. Si on est capable d'aller au-delà d'eux, on fait ce que les hackers font, ils rentrent dans le système. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent les failles dans le système. Dans le film dans le film La Matrice, il y a un des personnages qui dit à un moment donné, qui cite une citation de Woody Allen. Il dit je hais la réalité, mais c'est encore le meilleur endroit pour manger un bon steak. Oui, ça, quand on dit ça, là, moi je vais complémentariser parce que ça me parle beaucoup, ça, puis je ne l'avais pas. Ça, c'est dans le film, oui. C'est une citation de Woody Allen. Alors, moi, je ne l'avais pas vraiment absorbé, mais là, quand tu me le dis maintenant, ça prend une autre dimension. OK? Puis l'autre dimension, c'était que quand on est confronté à vivre dans une réalité alternative, comme on vit actuellement, on sait que c'est un monde irréel, c'est une illusion, on est séparés du tout, pourtant on est connectés, mais on est temporairement séparés du tout. Et moi, je ne suis pas capable de passer à travers le sofa. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ de force qui est généré. Puis je suis pas. Mais donc, le sofa, quand tu manges ton bon steak, quand je suis assis dans un beau sofa moelleux comme ça ici, mon être au complet relaxe et est conforté par la douceur de l'expérience. Donc, la réalité, c'est qu'on sait que c'est temporaire, alternatif, mais manger un bon steak, ça fait du bien parce qu'on a des sens, puis on est épicurien, comme mon ami André Moreau, qui est un jovialiste. Oui. OK? Est-ce que pour toi, on vit toujours dans nos pensées? La réalité, c'est-tu nos pensées concrétisées, en quelque sorte? Est-ce que c'est... Alors, nos pensées deviennent notre réalité. Et là, c'est tellement fort ça, que ce que je disais tout à l'heure, on est influencé à penser qu'on va mourir. Si dans ta tête, ça dit « ça se peut que je meure » ou « je vais mourir », tu es sûr de mourir. Parce que la pensée, elle est là, puis tu n'es pas capable de générer une pensée qui dit « je ne mourrai pas ». C'est un peu comme si tu vas chez Première Moisson, puis tu te prends une ticket, puis tu attends en ligne pour acheter ton pain. Oui, parce que quand tu es en ligne avec ton ticket, tu as accepté de rentrer en convention avec la norme qui dit « je prends un billet et j'attends ». Pourquoi? Si, exemple, tu as une urgence, tu peux bypasser le système, tu peux aller voir la fille derrière le comptoir, j'ai besoin d'un pain tout de suite, whatever, puis elle peut décider de te servir. S'il n'y a personne, s'il y a quelqu'un, elle va dire, monsieur, elle est en ligne, c'est une convention, vous devez retourner dans la matrice. Comprends-tu? Oui. Alors, la matrice fait en sorte qu'on est convaincu, et moi, quand je parle aux gens, je vais dire quelque chose, si on dit d'ailleurs, je vais dire des niaiseries, là. Je vais en dire une, là. Oui. Mais c'est pas une niaiserie, c'est une affirmation. Quand je parle aux gens, je dis, en tout cas, si je meurs, parce que je ne suis pas sûr de mourir. Moi, je suis rendu là. Ça veut dire que, selon la psychologie actuelle, il y a des gens qui vont dire, enfermez-le, donnez-lui des petites pilules. Le gars, il pense qu'il va peut-être pas mourir. Ça se peut pas, c'est sûr. Avant lui, tout le monde est mort. On peut-tu dire que c'est un spécialiste qui rencontre la matrice? Oui, c'est un spécialiste. Alors... c'est une mauvaise blague. Bon. Quand tu dis ça, tu crois à sa matrice. Alors, ce que je peux dire... c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, si on continue encore, parce qu'il faut développer ça, moi je trouve ça très, très interactif, intéressant, on va en faire plein de ça, parce qu'on a une belle énergie de communication qui est très complémentaire. C'est bon, c'est bon. Alors moi, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête à moi, quand j'entends la pensée qui dit « je vais mourir »,
Moi, je l'envoie premier, la pensée. Je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est qui dit ça? C'est moi, mon esprit, ma connexion avec l'universel, qui est le 1 sur l'infini fois l'infini, ou c'est quelque chose d'autre qui pense ça dans ma tête? Et moi, quand je parle du problème de la pensée générative, on est tous interpénétrés et piratés par un monde alternatif qu'on appelle le monde astral, qui est un monde où les entités qui sont là-dedans veulent rentrer dans notre tête et nous donner des pensées qui se pensent. Mais la pensée, je ne mourrai pas, elle ne se pense pas, elle se vibre, c'est pas pareil. Et la journée où tu vibres ça et que tu es convaincu à 100%, plus que ça, tu vas être dans ta volonté totale et réelle et non pas dans un désir égoïque. Tu vas être capable de générer quelque chose qui va changer ton corps physique, qui va avoir des changements morphologiques dans ton corps physique, ta gaine de myéline va s'épaissir. On peut-tu dire que ce qui nous empoisonne la vie, c'est la peur? Totalement. Et d'ailleurs, Michael Reeves, c'est ça qu'il dit, il y a du venin relationnel dans toutes nos interactions et au lieu d'être une victime, on doit devenir un guerrier parce qu'on doit se battre contre le plan d'énergie qui nous empêche de manifester notre authenticité. Donc le guerrier, c'est celui qui a surmonté sa peur. Qui a surmonté, qui a dépassé et qui a détruit la peur. Il y a 3 grades. Quand tu as détruit la peur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as éjecté à l'extérieur de ton corps toute impureté liée à ta pensée et aux émotions par ton plexus solaire, à l'extérieur, comme quelqu'un qui va cracher un venin et qui va faire qu'il va avoir une interdépendance avec ton énergie qui fait que tu ne pourras plus être piraté, interféré, manipulé, dominé par des plans invisibles qui veulent juste que toi tu meurs et que tu ailles les rejoindre dans l'astral jusqu'à temps que quoi, un jour, toi, tu sois capable de générer ta propre énergie et tu vas fabriquer ta plus belle soucoupe volante qui va être un corps de lumière que tu vas pouvoir transférer ta conscience dans ce corps-là. Et ton corps, pour faire ça, il faut qu'il arrête de mourir, il faut qu'il s'immortalise et après ça, il faut qu'il devienne éthérique, donc immortel et éternel. On pourrait dire trouver son être. Trouver son être et vibrer et rayonner 100% de sa conscience. Et quand tu fais ça, on va passer à une autre sorte de grandeur, on va passer à une autre sorte de civilisation et sur les cendres de l'ancienne civilisation, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que va renaître le phénix, qui est toutes les nouvelles belles consciences qui se sont incarnées depuis le dernier 50, 60, 70 ans sur la Terre, qui n'ont rien à voir avec ceux qui se sont incarnés depuis 10 000 ans. Parce que de façon réincarnative, il y a eu des gens qui sont venus, qui ont vécu des expériences, qui ont boosté l'énergie et la mémoire de leur âme, mais là, une fois que l'âme, elle est pleine, elle agit comme contenant et non pas comme contenu. Là, tu parles d'incarnation, fait que tu parles, ni plus ni moins, de réincarnation. Oui, parce que l'incarnation, c'est le fait de descendre dans la matière. Incarné, ça veut dire dans la matière. Carnée, ça veut dire viande. Alors, in the flesh. Okay? Alors, incarné, ça veut dire descendre dans la matière, donc prendre un corps physique. Réincarné, ça veut dire que quand tu as pris un corps physique, tu t'es fait biaiser parce que où tu étais avant, tu étais dans un monde parfait. C'est pas ça, Michel. Là, ça veut dire que tu es au ciel. Le ciel, il y a comme une agence de voyage. Puis là, tu t'en vas là. Tu te dis, ben là, moi, j'aurais le goût, dans ma prochaine vie, d'aller faire un tour au Japon. Ça a l'air pas pire. Il y a une petite famille ici. Oui. On voit les kimonos. Ça a l'air intéressant. Je pense que je vais aller là. OK, je m'en vais là. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, mais il y a un trémolo que je vais te mettre. OK? Oui. Un dièse, un bémol, appelez comme tu veux. Puis tu fais de la musique. Tout ce que je peux dire, c'est que. Je suis plus un mélomane. Bon, OK, c'est parfait. Moi, je suis un mélodrame. On a beaucoup de choses. On s'entend. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une question de capacité et non pas une question de volonté. Quand tu es dans le monde intermédiaire, que tu es décédé et que tu es une âme qui originellement était pure, qui a descendu dans la matière, tu t'es fait entrapper par l'expérience tridimensionnelle et là, tu es empêché de retourner dans le monde parfait et tu t'en vas dans un monde alternatif. Et tu dois donc ramasser, comme un film Cloak and Dagger, des expériences qui vont faire en sorte qu'un jour, tu vas avoir un corps parfait qui va pouvoir recevoir l'entièreté de ton esprit, et là, tu vas briser le cycle de réincarnation. Mais en attendant, il faut que tu réincarnes, pas par choix, par nécessité. C'est pas pareil. C'est comme un gars qui veut s'échapper d'Alcatraz. Il faut qu'il conçoive la prison au complet, il faut qu'il exploite les failles, puis il faut qu'il dise... C'est intéressant, Michel, ça me fait penser au retour des saisons. C'est comme un cycle naturel. C'est évident. C'est un cycle. C'est une mort et une renaissance, un peu comme le printemps qui revient après l'hiver. Oui, mais si on va aller plus loin que ça, l'être, un jour, dans sa conscience pure, va contrôler les éléments. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les saisons vont changer sur la Terre quand les êtres qui vont être en plein pouvoir de leur conscience totale atomique vont être capables de contrôler les éléments et les saisons et ne seront plus sujets à toutes les
des intempéries qui nous tombent dessus, comme lorsqu'on a, exemple, un tsunami, lorsqu'on a des tremblements de terre, lorsqu'on a un volcan qui est en éruption, lorsqu'on a, exemple, une émanation solaire avec une tempête magnétique qui vient, exemple, de ce qui est éjecté du corps du Soleil, puis qu'on est protégé par la ceinture devant la Lune. Alors, si on peut générer et devenir des phénix nous-mêmes, des êtres qui vont s'auto-gérer, on va changer de société totalement, mais ça va peut-être être prévu pour quelques personnes, mais pas l'entièreté de la Terre, parce que sur la Terre, on est 8 milliards de personnes. Pour toi, la Terre, c'est comme un laboratoire. Totalement, et c'est expérimental, et il y a des gens qui sont venus ici pour enseigner, il y a des gens ici qui sont venus pour subir le karma qu'ils ont créé dans des vies antérieures, et il y en a qui pensent, parce que c'est une pensée magique, que j'ai décidé volontairement par désir de venir ici et n'importe quand je peux partir puis retourner dans la lumière et c'est fini. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu es une trappe à homard, tu sais quoi? Un cage à homard, tu as une cage avec des cordes, c'est fait en bois, puis là il y a un petit orifice et il y a de la nourriture dans le milieu. Là, homard, il y a ses pinces, il a toute sa carapace, il rentre dans la trappe, il mange, il vient pour ressortir, c'est un entonnoir comme ça, il ne repasse plus. Comprends-tu? Alors là, lui, il est pris jusqu'à temps qu'il est capable de ronger les cordes pour se sauver de la cage. Il se fait brasser la cage. Oui. Alors, pour se faire brasser la cage, là, effectivement, on vit des choses. On a vécu la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu Tchernobyl, on a vécu toutes sortes de choses. Il y a des holocaustes. C'est très, très grave pour le genre humain. Mais ça fait partie de l'expérience et le karma des gens qui l'ont expérimenté. Si tu es haut en énergie, quand tu t'incarnes, c'est comme si tu veux postuler pour un emploi. Exemple, tu as un degré universitaire, tu as de l'expérience, tu regardes, si c'est marqué ici, si vous avez un secondaire 5, c'est ça. C'est marqué ici, si vous avez un cégep, c'est ça. C'est marqué si vous avez un post-doctorat, oh, là, tu peux appliquer pour la plus grosse job. Alors, ton choix de dire, je vais au Japon, puis je m'envoie, exemple, dans telle famille, dans telle année, oui, mais c'est une question de capacité vibratoire, eu égard à ton plan de vie que tu as concocté pendant que tu t'es en allé dans le monde astral après ton séjour physique, et tu as assimilé ton énergie, tu as intégré ta conscience de la mémoire de ce que tu as vécu, et après ça, ça fait partie de toi, et tu peux postuler maintenant pour dire, là, moi, j'ai la capacité d'appliquer à tel endroit, parce que, étant élevé en vibration, je veux choisir des parents conscients, dans une société où ça ne sera pas trop du brasse camarade. La question mystère, Michel, est-ce qu'il y a des conseillers en orientation pour ça? Totalement, ce qu'on appelle des API. Des API, moi j'en ai eu ici quand j'étais jeune au cégep, puis ils m'ont dit, toi tu veux être un joueur de tennis de table international, un astronaute ou un espion. Mais finalement je suis les trois. C'est merveilleux. Michel, ça me fascine ton côté champion de ping-pong. Est-ce que tu m'as dit que tu avais fait de la compétition internationale? Oui, parce que j'ai déjà été au US Open, j'ai gagné des médailles. Ah oui? Puis j'ai été à Buffalo, j'ai été à Syracuse, j'ai été à Ça prend Toronto. une vitesse de perception extrêmement rapide parce que tu regardes des matchs de ping-pong, c'est incroyable. C'est comme... Ben, ce sport-là, selon moi, c'est le sport le plus rapide de l'esprit. Je pense que oui. Parce que la balle voyage peut-être à 100 000 à l'heure, mais on est à 18 pieds mais ça devient plus compétiteur. Totalement, oui, parce que en fait, c'est un réflexe. Si quelqu'un, exemple, frappe une balle et que pour n'importe quelle raison, à la vitesse que ça vient, ta main, elle est comme ça, mais elle est à la bonne place. Si pendant 0,01 seconde, tu peux juste faire ça, puis faire ça, et ça fait un rebound total. Donc, il faut être extrêmement vite dans son esprit pour jouer à ce sport-là que j'adore. Mais là, tu n'es plus dans le mental, tu es carrément dans le... Tu es dans l'hyper-mental. Tu es dans l'hyper-mental, tu es dans un autre état. Je peux vous conter une chose, une anecdote qu'on gardera peut-être pour monter plus tard dans le making-of. Okay. J'étais en 75, classé comme 6e au Canada dans les juniors. Okay. Je m'en vais au US Open, je joue avec l'équipe du Québec B. L'équipe du Québec B, parce que j'étais comme 4e au Québec, mais 6e au Canada. Alors là, il m'envoie à Détroit, au Cobo Hall, à côté de l'arena Joe Louis. Okay. Et là, je joue contre le numéro 3 aux États-Unis chez les seniors. Le gars, il est supposé me massacrer. Okay? On n'est pas de compétition. Un junior contre un senior, surtout le 3e en Amérique du Nord, il était peut-être classé 150e au monde. Tu as quel âge à l'époque? J'ai eu 15 ans. 15 ans. Okay? Excellent. Et là, pendant une partie au complet, j'étais dans mon hyper-mental. Ça veut dire que je savais d'avance qu'est-ce que le monsieur était pour faire comme service. Il s'appelait Liming Chui. Et qu'est-ce qu'il était pour faire comme service? Je l'ai battu 21-6 la première partie. C'est comme si tu avais accès au programme avant le programme. Alors moi, j'ai fait la matrice comme Keanu Reeves qui fait ça puis qui baille là. J'ai fait ça pendant une partie au complet, tellement que le gars, il a regardé mon ranking, son ranking, puis il a dit c'est impossible. Ce gars-là, il joue comme s'il tricotait. Il est allé chercher le coach des États-Unis. Ils ont filmé le match.
Ils ont dit, ça se peut pas, le gars, il joue comme s'il était le champion du monde. Comment tu te sens dans est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu comme être au ralenti, parce que c'est une autre perception du temps quand tu es dans cet état-là. Alors, dans le film Spider-Man, Ok. numéro 1, à un moment donné, il développe des réflexes. Puis il y a une scène dans la cafétéria que je me rappelle, quelqu'un veut faire trébucher. Et là, il prend son plateau, puis là, tout revole. Puis là, dans le temps gèle, fixe. Ok. Et là, c'est comme s'il voit toutes les affaires. Puis là, il prend toutes les affaires, mais lui, il va 3 fois plus vite que ça retombe au ralenti par rapport à lui. Alors, moi, j'ai été pendant à peu près 5 minutes dans cet état de conscience-là, et où tu as accès à la matrice, et pour qu'il aille chercher le coach des États-Unis, senior, pas des juniors, là, pour dire on filme ça parce que c'est too much, il fallait que je sois dans un état de conscience totalement Ça, différent. c'est une quiétude mentale, en quelque sorte. C'est une connexion avec soi-même qui fait que quand tu es là-dedans, Profond. que tu fasses de la compote aux pommes ou que tu joues au tennis de table ou que tu opères sur quelqu'un, tu es adjoint avec les pouvoirs du Saint-Esprit. Appelle ça comme tu veux, pour ceux qui sont un peu Tu spirituels. as accès à l'envers du scénario. Totalement. Totalement. Donc moi, ayant connu ça à quelques reprises dans ma vie, dont cette fois-là, c'est sûr que je connais cette dimension-là parce que je l'ai habitée. En fait, c'est la dimension qui m'a habité. Et quand tu es pris là-dedans, tu ne veux que retourner là-dedans. Puis il y a un film de Star Trek qui a été fait avec McCall, là, et que, le gars, il y a un principe qui s'appelle le Nexus. Le Nexus, c'est comme une espèce de corridor qui se promène, puis quand tu rentres là-dedans, tu peux matérialiser toutes tes formes pensées et vivre éternellement. Et lui, il veut dévier la cour des planètes pour être capable d'être là, puis se faire ramasser par le cordon, parce que lui, son but, il a été une fois là-dedans, puis il veut retourner là-dedans. Alors, c'est pour dire qu'il y a des principes qui sont montrés des fois dans les films de science-fiction, qui sont très bons, parce qu'ils sont capables d'imaginer mentalement des concepts, et quand on a accès à ces concepts-là, on trouve ça intéressant. Très intéressant. Ça va dans le sens de la physique quantique, Totalement. qui valide de plus en plus qu'on est dans un programme, qu'on n'est pas dans le monde, mais que le monde est en nous. Effectivement. Mais là, actuellement, on est en Mars. Fait que même si le monde est en nous, on va focusser sur Mars. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire en passant, c'est que toi, tu connais un homme qui s'appelle Jean Rapp, qui est extrêmement connecté en sciences médicales et qui a écrit un livre, L'homme cellulaire. Et actuellement, de l'eau énergétique. et voilà. Et le lot énergétique, dans ma compréhension, c'est la faculté que le corps physique a de détecter des champs de force contenant des informations à d'autres niveaux en dehors du conscient et de l'ego. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il établit la connexion, il permet à l'information de véhiculer pour que le corps subit un reset et que s'auto-régénère lui-même sans avoir accès à des pilules, des opérations et d'autres modes de même. Parce que le corps, il est très intelligent. Et il y a à peu près un mois, on a reçu 20 personnes à son bureau et il a dit que sur la publicité sur l'autoroute, c'était écrit « Vous êtes beaucoup plus riche que vous pensiez » et c'est une banque qui annonçait ça pour des services bancaires. Et lui, il nous a dit « Vous êtes beaucoup plus intelligent que vous pensez ». Pourquoi? Parce que le corps, selon Goethe, le corps est une machine qui peut détecter des choses qu'aucune autre machine ne pourra jamais. On ne pourra jamais faire une machine qui va accoter, égaler la performance du corps physique parce que le corps physique peut, juste au niveau de l'oreille, détecter des informations générées par un pigment qui est dans une cellulose et qui va générer une lumière arborant une certaine couleur à distance. Et ça, quand le corps va prendre cette information-là, il va subir des réactions. C'est l'autorhinolaryngologiste français, Alfred Tomatis, qui disait ça. Il disait qu'on peignait par les oreilles. Je suis 100% d'accord Parce avec que ça. le son a une influence sur notre façon de voir les couleurs. Puis il disait, par exemple, c'est ce qui explique qu'en Espagne, toutes les œuvres d'art sont souvent teintées de rouge, bourgogne, jaune. Il dit ça vient du climat de l'Espagne. Oui, puis c'est des pigments de base en même temps. Puis c'est ça, donc il y a des liens à faire entre l'audition, la Et- vue, la lumière, tout ça. Oui. Moi, suite à la rencontre avec Jean Rapp, ce que j'ai compris, c'est que c'est beaucoup mieux d'être aveugle que d'être sourd. Parce que lorsqu'on est sourd, on est coupé d'une dimension qui est plus fondamentale que le sens de la vision, parce que l'ouïe permet de décoder et d'intégrer à distance, même si on est aveugle, puis qu'on fait, exemple, avec la cellulose sur le filtre Kodak, notre oreille va être capable d'intégrer ça, tandis que si, exemple, on voit, mais qu'on est sourd, on ne pourra pas intégrer. Et si on peint avec notre oreille, ça veut dire que même si on a le sens de la vue, on va être limité parce qu'on va être limité en 2D et au lieu d'être en 3D et être en holo et nerf. Okay. Alors, c'est très intéressant ça parce que c'est le contraire un peu de ce qu'on a appris. Puis souvent, on va valoriser une chose, mais regardez, si vous demandez à Stevie Wonder, est-ce que tu aimerais mieux être aveugle ou être sûr?
c'est sûr qu'il va dire j'aimerais mieux être aveugle parce que si j'étais sourd, je n'aurais pas pu composer de musique. As-tu vu sa maison? Non. Lui non plus. Elle est bonne. Alors, moi, c'est sûr que j'apprécie beaucoup la teneur de notre conversation parce que c'est la première fois qu'on a à parler devant la caméra, mais parler comme si on discutait simplement en deux personnes, avec de l'humour, avec de la compréhension, puis avec les références de chacun qui viennent compléter ce que l'autre sait. Alors, moi, je trouve qu'on est totalement comme le sel et le poivre, mais les deux, on est tous les deux dans l'assiette d'épices. On cherche la même chose. Ben, c'est ça. Et c'est quoi? Toi, je ne sais pas si tu vas dire je recherche la vérité. Moi, je vais dire je recherche d'avoir accès à la réalité qui est une coche en haut de la vérité. Parce que la vérité, c'est polarisé, puis ça peut être le contraire du mensonge. Et sur la Terre, on a des conflits. Pourquoi? Oh, c'est la tour de Babel, parce que tout le monde a sa propre vérité. Et les gens qui n'ont pas lu mon livre disent Michel, ton livre, c'est ta vision des choses subjectives, blablabla. Regarde, j'ai un ego, j'essaie de moi-même me scinder. Tu vas sur la place publique et tu la filmes. Totalement. Ah oui, c'est bon. Et moi, ce que je dis, c'est que j'ai accédé à un niveau de conscience qui me permet de faire la promotion de ça. Mais quand Albert Einstein a dit E égale mc carré, c'était pas sa vérité. C'est la réalité du monde physique quantique que lui a découvert. Son frère a manqué son coup. Oui, pourquoi? Frank Einstein. Ah, Frank Einstein, ah oui. OK, OK, tu m'as eu. Alors, je n'avais pas vu venir celle-là. Puis c'est rare les gens qui me déculottent, fait que félicitations. Tout ce que je peux dire, c'est que dans un mode comme ça, quand Einstein a réalisé quelque chose, puis il a dit, regarde, la lumière, elle va courber. D'ailleurs, j'ai vu un film qui s'appelait Einstein et Eddington, qui est un excellent film qui explique lors de la Première Guerre mondiale comment Einstein a développé cette théorie de la relativité. Et lui-même, il marche dans la rue et il y a des flaques d'eau, et c'est le soir, et là, il y a des autos qui viennent vers lui, puis il est tellement concentré qu'il est en plein milieu de la rue, puis à un moment donné, il voit l'auto, au lieu de le frapper, elle contourne. Puis dans sa tête, il fait 1 + 1 = 2, Eureka. Exactement. Et là, il dit, ben, franchement, la lumière, elle est capable de dévier d'un point. Donc, si la lumière dévie, donc tout est relatif, et là, c'est de là à partir sa théorie sur la relativité. Le génie d'Einstein, c'est qu'il pensait, il s'autorisait à penser différemment. Mais totalement, parce que quand on est pris dans un frame, dans un cadre, qu'est-ce qui passe? On est formaté, on est enseigné, on a des dogmes universitaires et on répète ce que l'on sait déjà. C'est pas intelligent. Si on parle de ce que l'on ne sait pas en conscience, en développant et en prenant les informations d'un autre et en poussant la machine, on vient de repousser les dogmes et les concepts et on vient plus loin. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il disait qu'il apprenait plus en discutant avec son petit voisin, un enfant, qu'avec des grands scientifiques. Mais c'est parce que son petit voisin, c'était peut-être un grand scientifique, qui est peut-être devenu plus tard un grand scientifique. Il parlait avec un langage d'enfant. Bien, c'est sûr, parce que l'enfant est émerveillé, puis l'enfant, il n'y a pas de frontières. Et quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est que les enfants ne sont pas formatés. Comme ils ne sont pas formatés, ça sort comme si ça sort dans leur tête. Et des fois, s'ils ne sont pas, parce qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas manipulés, ils ne sont pas interférés, ils ne sont pas interférencés, bien à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont dire des choses comme ils les prennent, et quand ils les disent, bien là, it's out as you do it, you know. Alors, c'est bien intéressant. Yes. Donc, 254-6011, on va aller voir, puis on va faire une commandite avec les autres. Non, ça c'était le collège anglais. 254? Oui, le collège linguistique, whatever. Oui, Catin. Alors, comme je ne suis pas une Catin, moi, il n'y a pas de problème. Il nous reste quelques minutes pour compléter. Mais moi, j'ai un grand plaisir à parler avec toi, parce que je me rends compte qu'on a dit des choses qui sont intéressantes, intelligentes et créatives. Puis il y a des gens qui vont écouter notre discours, puis ils vont dire, hey, c'est le fun. Puis si là, je me suis fait dire, si Michel, tu l'as entrevu, donc tu parles 10% du temps, puis le monsieur va parler le reste. Mais toi, c'est toi qui as décidé volontairement de prendre le pôle position. Tu vas retransférer le micro, puis là, c'est vraiment une discussion intéressante. C'est tout à fait intéressant. Puis comme on veut garder 3 minutes de ça, on va prendre les 3 minutes que tu parles, mais on va garder du matériel qui est très interactif et didactique, et ça, c'est le fun. Donc, Michel, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Parfait. Puis c'était à l'intuition totale. Puis quand dans ma tête, moi, ça me dit, hey, regarde, demain, là, ces gens arrivaient parce que c'est ça. Puis là, vois-tu, regarde, on finit, puis le chien aboie. Fait que c'est le bon timing. C'est le meilleur timing. Alors, ça fait un grand plaisir. Michel. Merci. À bientôt. Bougez pas. On a voulu apprendre notre texte par cœur pendant 1 heure, hein? Oui. Oups. Hein, on aurait voulu apprendre le texte par cœur pendant 1 heure. Faut on pas aurait bouger. Plaisir des stock shots. Hein? Il ne faut pas bouger. On bouge pas. On ne bouge pas pour l'instant. Mais on va se parler, puis il prend le temps sur moi pendant que tu me parles. Ok. On prend sur toi, puis tu me parles. Parfait. Comme ça, il fait du voice-over.
Puis c'est les On réalisateurs. a fait quoi, 1 heure? Une heure. 1 heure, c'est C'est bon. parfait, c'est regarde. C'est Puis je vais dire, cette heure-là, là, je te jure qu'on va la mettre avec un lien. Bon, Si dans le film de 1h30, on met 3 minutes de Jean-Rivet Michel Labrèche, il y a des gens qui vont mettre un bon minute on punché. prendra les- ouais. Donc, il y a des gens qui vont dire, je peux-tu cliquer pour aller voir l'heure qu'ils ont faite? Excellent. Là, on va faire donner le premier 5 minutes gratis, puis là, ils vont dire, hey, ils sont intéressants. Puis il y a des gens qui vont faire clic, là. Ah, Puis moi, c'est Qu'est-ce qu'est-ce que que je fais, Jean? tantôt ma formation avec les Donald Walsh. Moi, j'offre 20% de la conférence qu'on vient de faire, là, parce que moi, je finance tout ça, là, c'est quoi? C'est plus que j'aurais pensé, c'est plus. Tant qu'à y être, puis je vais faire quelque chose de bien, là. Le film, il va sortir, là, puis regarde, mettons que tu as 50 entrevues de même, là, puis que pour n'importe tu as une trappe musicale incroyable. Le gars, il a gagné 5 Oscars à Cannes, là, Jim Fisher, fait que ça va être hot, là. le tétoir, Alors- écoutez. Là, vas-y, parle. Moi, je parle, mais je ne suis pas filmé. Non, mais c'est pas je filme ses réactions. La bonne femme est en maudit. Ah oui, ah, Oh, ça, c'est bon, ça. Voilà. C'est bon, c'est bon. Et alors, OK, le gars, là, on va te faire le là, tu ne sais pas, mais je viens de me faire une connexion avec mon ex-blonde qui est morte à 61 ans. Ah oui. Parce qu'elle faisait toujours ça. Léo, toutes ces petites pilotes, elle faisait ah oui, ah oui, Puis ma belle-mère, elle me sort ça l'autre jour. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas entendu ça. Ok, c'est bon. C'est bon, hein? Tu connais la toune, c'est Léo, Léo, toutes ces petites pilotes, regarde. Ah, c'est bon. On apprend chacun, c'est bon. Feeling hot. T'as tout compris. C'est bon. Non, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, je suis dans une très bonne mode avec ton Marcel Boyer. Fait que on va à Tu Boyer. vas adorer, Marcel. Parfait. Ouais. Ou Marcel va m'adorer. Ouais. Mais c'est le veau d'or. Ouais. C'est pas trop proche, ça. Ouais, On c'est voit-tu mes points noirs? Non, on voit C'est tes, de la haute on voit tes destruction. plombages. C'est ça, c'est de la haute destruction du HD. Ouais, c'est ça. Viens ici, là, le plus large possible ici. Ah, c'est bon. Non, hein, regarde, je suis très content de m'écouter. Puis hier, ça m'a dit, regarde, Jean-Rivet, je t'ai laissé le message, puis je j'ai pense bang que pour. c'est- parce que ce que tu donnes comme message est tellement dense, Michel, tu as besoin de ventiler ça avec de l'humour. Ben oui, Constamment. c'est sûr. Constamment. Moi, je vais faire avec de l'humour, c'est sûr. Moi, quand je vais faire un speech, il faut que ça soit Ah drôle, oui, parce que oui, oui, sinon, c'est ça. c'est trop Tu vois, drabe, c'est Bernard trop de ardu. Montréal, Il faisait un peu, mais il c'était ratait pas mal. Il était sévère. Il était sévère, oui. C'est ça. Mais, Ça fait mais reculer des ce gens. que je peux te dire, c'est qu'il était tellement sévère, c'est parce qu'il se rendait compte que le niveau d'endoctrinement est tellement élevé que les gens s'en rendent